Bon, sujet sérieux, la dérive antisémite de Sciences Po. Une étudiante de confession juive empêchée d'accéder à un amphithéâtre nommé Amphithéâtre Gaza, où se tenait une conférence pro-Palestine. Elle a été victime de propos antisémites. On sera tout à l'heure avec Jade, qui est une étudiante de Sciences Po. Simplement, je voulais vous faire d'abord écouter Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle était invitée ce matin de Sonia Mabrouk à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. On a un climat d'antisémitisme qui s'est installé dans notre pays. Ça n'est pas uniquement dans les universités. Pourquoi, avec le président du Sénat, il y a quelques mois, nous avons organisé une grande marche citoyenne, républicaine, contre l'antisémitisme? C'est bien parce que, en ce moment, il y a certaines personnes qui, d'une part, veulent importer un conflit qui a lieu aujourd'hui au Moyen-Orient et, d'autre part, se servent de ce conflit comme prétexte pour cibler une partie de la population et se livrer à des actes et avoir des propos antisémites. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise nient ce qui se passe à Sciences Po. Jean-Luc Mélenchon a tweeté à Sciences Po aussi: des indignations à géométrie variable sont écœurantes. Comment et pourquoi un incident dérisoire, dit-il. Comme Jean-Marie Le Pen avait jadis parlé d'un détail, lui il parle d'un incident dérisoire. Devient-il une affaire de cette ampleur médiatique nationale? Écoutons Yael Braun-Pivet qui a réagi à ces propos. Vous savez bien que moi, j'ai décidé depuis plusieurs mois de ne pas répondre et de ne pas polémiquer avec ce triste cire. Donc je ne le ferai pas plus ce matin sur votre plateau. Triste cire, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il ne mérite que mon mépris et je ne lui donnerai rien d'autre. Gérard Larcher, président du Sénat, il était ce matin sur France 2. Écoutons-le. C'est une école d'excellence qui a basculé. Mais la question plus au fond que je me pose, c'est que est-ce qu'on peut être un étudiant français de confession juive et étudier sereinement dans des campus en France? Au-delà de Sciences Po, donc. Au-delà de Sciences Po. Sciences Po peut pas devenir, y compris de la part de ce qu'on qualifie d'une minorité, mais un bunker islamo-gauchiste. Et puis Jonathan Arfi, qui est président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Il était sur BFM ce matin. Ce qu'on a vu à Sciences Po mardi, c'est au fond ce qui se passe dans un certain nombre de lieux d'enseignement supérieur en France depuis le 7 octobre. C'est une assignation des Juifs à répondre de ce qui se passe au Proche-Orient, un renvoi à la question d'Israël et du sionisme permanent, et au fond une stigmatisation qui fait peser un climat extrêmement lourd dans ces lieux d'enseignement supérieur. Quand on est juif, eh bien très souvent, dorénavant, on fait tête basse dans ces lieux-là et ça n'est pas acceptable. Je rappelle que ces lieux ont vocation d'abord à assurer l'enseignement et à permettre à chacun de le faire sereinement, ce qui n'est pas le cas. Des incidents de ce type, il s'en passe tous les jours, partout en France, dans beaucoup de lieux où en fait règne une forme d'hégémonie culturelle autour de la question palestinienne qui est posée là comme un nouveau Vietnam, d'une certaine manière, pour le dire symboliquement, qui vient assigner les Juifs, les ostraciser, et c'est quelque chose qui rend l'atmosphère irrespirable. C'est un antisémitisme d'atmosphère, très lourd, très pesant, qui doit être dénoncé. Et que nous dénonçons bien évidemment à ce micro. Je salue Jade, qui est étudiante à Sciences Po. Bonjour Jade. Bonjour Pascal. Et vous allez pouvoir nous rapporter ce que vous vivez. Vous êtes étudiante, je le rappelle. Vous êtes de confession juive ? Pas du tout. Donc votre témoignage va nous intéresser. À tout de suite. Jade, bonjour. Et c'est intéressant d'être avec vous puisque vous êtes une étudiante. Une soixantaine d'étudiants, je rappelle, ont bloqué un amphithéâtre de l'université de Sciences Po lundi matin en soutien à Gaza. Face à la polémique, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu hier dans l'établissement. Comment décririez-vous la situation à Sciences Po, Jade ? Il y a une importation totale du conflit depuis octobre, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des manifestations organisées devant le 27 rue Saint-Guillaume, régulièrement des affiches qui sont affichées dans le couloir central de l'établissement et des personnes qui sont pro-Palestine mais qui n'acceptent pas le débat. En fait, être à Sciences Po et dire qu'on est sioniste, c'est impossible. C'est le mot défendu. Mais combien d'élèves représentent ce courant pro-palestinien ? Honnêtement, je ne saurais pas dire parce que, en fait, ceux qui le représentent sont assez visibles. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ils vont manifester, ils vont coller des affiches sur leurs ordinateurs, ils vont coller des autocollants. Donc, en fait, ceux qui sont pour pro-Palestine, on les voit tout de suite. Après, combien il y en a, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une majorité silencieuse qui ne veut pas s'exprimer sur le sujet, parce que ça reste un sujet qui est assez complexe, qui ne se déroule pas en France, une vraie importation de ce sujet. Par contre, pour autant, combien d'étudiants sont sionistes, entre guillemets, je ne saurais pas vous dire parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se montrer.
Vous êtes en première, deuxième année ? Je suis en Master 1. Master 1. Est-ce que vous-même vous vous êtes exprimé ? Est-ce que vous avez pris la parole, par exemple, pour entamer un débat parfois avec des jeunes gens qui, on peut en entendre d'ailleurs, ils ont le droit de défendre, s'ils le souhaitent, oui, de manière politique. privée. De manière privée, on en a parlé entre amis parce que voilà, chacun a ses opinions. Après, avec les plus virulents, ceux qui sont les plus gros, qui vont être à l'origine des manifestations, honnêtement, jamais. Et alors, comment Parce ça se traduit, ce que vous appelez les plus violents ? Ce sont des menaces physiques, ce sont des menaces verbales ? Non, généralement, en fait, c'est des membres du syndicat d'extrême gauche, par exemple Solidaire, qui vont, on sait qui est membre de Solidaire parce que soit ils sont élus au conseil de l'école, soit voilà, ils distribuent des tracts. Les menaces physiques, j'en ai jamais vu. Des menaces, par contre, par des paroles. Ça, c'est un climat général à Sciences Po. De toute façon, si vous avez un avis contraire à la majorité à Sciences Po, on vous exclut. Enfin, il y a une espèce de censure wokisme, mais ça depuis des années. C'est pas lié du tout au contexte israélo-palestinien. Si vous avez un avis qui n'est pas à l'extrême gauche, vous n'avez pas le droit à la parole. Mais ça c'est quand même depuis assez longtemps. C'est quand même effrayant d'entendre ce que vous dites. Que ce qui doit fabriquer les élites françaises, et Sciences Po en fait partie, comme Normal Sup, comme Polytechnique, c'est effrayant d'imaginer l'extrême gauchisation de Sciences Po et au-delà de toute l'université française. Que fait la direction ? Après, en 1968, l'amphithéâtre principal, donc, qui a été renommé amphithéâtre Gaza, là, il y a 2 jours, avait été renommé amphithéâtre Che Guevara. Donc pour moi, c'est finalement toujours cette forme d'extrême gauchisme à Sciences Po qui peut tendre à se développer aujourd'hui de par les médiatisations de plus en plus fortes et par un contexte aux États-Unis qui va aussi développer tout ça. Il est incontestable que les années 90 ont transformé Sciences Po, qui était fait effectivement pour fabriquer l'élite française, et c'est devenu un campus américain qui a sur le marché mondial une certaine cote. D'ailleurs, il y a beaucoup, et peut-être est-ce une bonne chose, beaucoup d'étudiants étrangers à Sciences Po. Et ça, c'est les années Richard Descoings qui ont transformé cette institution, je le dis, en campus américain, avec les dérives de ce qu'on voit dans les campus américains sur le sol français aujourd'hui. Que fait la direction ? Que disent les profs, Jade ? Les profs sont partagés. D'un côté, vous avez des profs qui sont plus à droite, comme Dominique Régnier, par exemple. Et Dominique Régnier a récemment fait l'objet de tracts distribués par certains étudiants parce qu'il avait justement pris certaines positions sur Twitter en ne prenant pas le parti des Palestiniens. Donc c'est quand même aberrant que des élèves en viennent à distribuer des tracts contre un professeur. Et puis de l'autre côté, vous avez des profs qui sont totalement à l'extrême gauche et qui n'hésitent pas à mettre des notes plus ou moins basses. Enfin, pas en master, mais en tout cas au collège universitaire. Ça, je m'en souviens très bien. Oui. C'est intéressant là aussi d'écouter et d'entendre ce que vous dites. Est-ce que vous-même, il y a une forme d'autocensure qui se met en place, ou est-ce que vous êtes allé parfois voir votre direction, voir des profs et souligner des choses qui pouvaient se passer, même si c'est jamais agréable d'être comme ça, le petit télégraphiste, et de rapporter les choses. Je trouve que c'est une position qu'on n'aime pas généralement dans la vie. Non, je suis jamais allée voir la direction, jamais allée voir les profs. Par contre, ce qu'on a pu faire avec des amis, c'est organiser des conférences avec des gens qui n'étaient pas forcément à gauche au sein de l'établissement, tracter pour des gens qui n'étaient pas forcément à gauche. Et même ça, c'est difficile parce que, en fait, juste en tractant à l'extérieur de l'université, on s'est insulté, en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Par contre, quand les communistes vont tracter dans Sciences Po, la dernière fois, c'était LFI. Là, ils ont le droit de tracter devant les amphis, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr, c'est le privilège rouge. C'est ce qu'on appelle le privilège rouge, qui est une expression qui est souvent employée sur nos plateaux par notre ami Gilles William Goldnadel. Alors là, vous êtes à Sciences Po, par exemple. Vous êtes dans le jardin de Sciences Po, je crois ? Tout à fait, oui, tout à fait. Et j'ai l'impression que vous ne parlez pas trop fort, parce que vous avez peut-être peur d'être non pas sur écoute, mais d'être entendu. Vous êtes entre deux cours ? Oui, c'est ça, je suis entre deux cours et bon, il y a quand même des gens autour de moi et je sais pas, enfin... C'est la vie des autres, vous savez, ce film. Voilà. C'est la vie des autres, ce film qui avait été
qui racontait comment la Stasi dans l'Allemagne de l'Est écoutait et les uns et les autres et surtout était présente dans la vie des uns et des autres. Est-ce que vous pensez quand même que ça peut changer quelque chose avec ce qu'a fait Gabriel Attal hier? Moi, j'ai le sentiment que l'Élysée et en tout cas le gouvernement, on sait tout ce qui se passe. Bon, et puis un jour, il va falloir dire stop. Alors, est-ce que le courage politique est suffisamment important pour dire stop et maintenant on va commencer, mais la bataille culturelle elle va être rude, hein, parce que honnêtement, je n'y crois absolument pas de la part du gouvernement. C'est une espèce de en même temps depuis 2017 où d'un coup Emmanuel Macron nous nomme en tant que ministre de l'Éducation M. Papendiaï qui était pro idéologie woke et le lendemain il se dit je suis profondément choqué par ces idéologies. Enfin non, il voit les élections européennes arriver, il voit une ouverture politique, il l'a saisi. Donc, ok, ils ont saisi le procureur de la République, très bien, mais c'est qu'une saisine. Est-ce que le procureur de la République va décider qu'il faut enquêter? Est-ce que l'enquête va mener à quelque chose? On ne sait pas. Master 1, c'est-à-dire que vous avez 21, 22 ans 22, c'est ça. Ouais. Écoutez Jade, la qualité avec laquelle vous vous exprimez, l'intelligence qui est la vôtre, c'est vraiment, j'imagine que vos parents doivent être fiers de vous et contents de votre parcours, parce que tout le monde à cet âge-là ne développe pas la maturité et en même temps la tempérance qui est la vôtre à un âge aussi jeune. Je ne sais pas ce que vous voulez faire plus tard, mais non, je ne sais pas ce que... Vous n'avez pas envie d'être journaliste plus tard non, ou... ce sera avocat en droit des affaires, voilà. Ah oui, vous avez compris que journaliste, c'est pas là qu'on... C'est pas un job d'avenir. Voilà. Bon, écoutez, Jade, et vous êtes parisienne, Jade? Ah non, pas du tout. Initialement, je suis de Nice. Vous êtes de Nice et oui, donc vous avez quitté votre ville natale et Nice vous manque ou vous aimez Paris météo, aujourd'hui? Oui, pour la météo. La météo me manque. Après, la ville de Nice ressemble de plus en plus à Paris au niveau de l'urbanisme, etc. Donc bon. Ça me manque. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être dans les deux villes. C'est vrai que quand on est né à Nice, quand on est né à Marseille, quand on est né en Corse, quand on est né dans le Sud, en clair, parfois on a du mal à oublier sa ville natale. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jade. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour vous. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour vous. En revanche, pour Monsieur Boubouk, je peux m'entendre. Je ne m'inquiète plus non plus. Non, mais c'est formidable à 22 ans d'avoir. Bien sûr. Voilà. Mais alors, c'est Sciences Po. C'est aussi, il y a quelques éléments et c'est intéressant d'ailleurs parce que Sciences Po, il n'y a pas que des wokistes et que des islamo-gauchistes non plus. La preuve, nous étions avec Jade. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et Naïm nous a appelé au 01. On est avec Ethan. Pardon, je me suis trompé de prénom. Ethan est avec nous. Ethan, bonjour. Ethan, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Ethan. Vous nous appelez d'où, Ethan? Je vous appelle du sud de la France. Et vous êtes étudiant? Je suis lycéen en classe de première générale. Vous êtes donc vous avez 16 ans? 17 ans? 16 ans, oui. Vous vouliez nous parler de la réalité de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre lycée ou dans votre ville? D'une façon générale, en fait, un peu des deux. Un peu des deux, oui, voilà, de ce qu'on entend aussi dans la presse, etc., de ce qu'on entend des politiciens, dans les lycées aussi. Moi, c'est vrai que ça m'a interpellé un peu les propos des présidents des chambres parlementaires. Voilà, Madame Braun-Pivet qui disait en effet que Sciences Po ne doit pas devenir un lieu de militantisme ou Monsieur Larcher avec le bunker islamo-gauchiste. Je les rejoins tout à fait et c'est vrai que je sens moi-même une forme d'antisémitisme qui se développe, même si elle n'est pas totalement assumée. Évidemment, personne ne peut assumer pleinement je suis antisémite, mais personne ne peut cacher que voilà, on a des débats, on a des soutiens à la Palestine éhontés et totaux, un soutien total dans les lycées. Voilà, moi j'ai déjà retrouvé dans les couloirs de mon lycée des drapeaux de la Palestine qui avaient été imprimés sur des feuilles de papier, des petits morceaux de papier avec des drapeaux de la Palestine qui étaient collés dans les escaliers, dans les couloirs, etc. L'établissement est impuissant, je l'avais remonté au proviseur et pour des élèves juifs dont je fais partie en fin de compte, c'est ça qui est important de dire. Oui, voilà. Vous êtes de confession juive, mais ce que vous racontez est sidérant. Ce que je raconte, oui, voilà, c'est problématique parce que c'est difficile aussi de le cerner, c'est difficile aussi pour... je pense que pour les élèves de confession juive, c'est difficile. Pour moi, je pense que c'est difficile parce que déjà, évidemment, voilà,
on ne peut plus vraiment s'affirmer. Moi, je ne peux pas dire publiquement, voilà, je suis juif, et pourtant sans être spécialement sioniste ou anti-palestinien ou quoi que ce soit. Pas du tout, mais le fait rien que de dire je suis juif, moi, ça m'a déjà amené à des débats qui étaient un petit peu difficiles. Et donc je sais qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est complètement tu. Et encore hier, pour vous dire, voilà, quelque chose qui est tout à fait récent, et c'est ça qui m'a motivé à vous appeler. Hier, pendant que j'étais en salle de permanence en train de travailler, j'entendais une fille de classe avec moi. On est en spécialité ensemble. C'est les matières de spécialité sont les matières qu'on choisit quand on est en première. Et elle dit publiquement en salle de permanence, elle est en train de parler avec ses amis, elle dit oui, voilà, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le résultat de ce qui se passe depuis 1948 à Gaza. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai pas pu laisser passer ça. À la base, j'écoutais pas spécialement ce qu'elle disait, mais j'avoue que ça m'a tellement interpellé que j'ai dû réagir. Donc je lui ai dit non, mais tu te rends compte quand même que ce que tu dis, c'est pas possible. Tu peux pas hiérarchiser les vies. Voilà. Et puis tu peux pas dire voilà qu'une vie palestinienne compte plus qu'une vie israélienne. Qu'on soit tous d'accord. Bien évidemment, non, mais il y a surtout une méconnaissance, en l'occurrence de cette jeune femme, il y a une méconnaissance, comme il y a une méconnaissance dans l'opinion française, lorsqu'on dit que Sharon et les Israéliens se sont retirés de Gaza depuis 2006 et ont rendu les territoires occupés, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Lorsqu'on dit ce que je dis tous les jours, qu'il y a des couloirs humanitaires chaque jour pour proposer aux Gazaouis de quitter le territoire de Gaza. Je suis pas sûr que les gens le sachent, que chaque jour il faut répéter que les Gazaouis sont les premiers otages du Hamas qui les utilise comme bouclier. Donc tout ça doit être dit. L'ennemi, ce ne sont pas les Gazaouis, bien sûr. Et en revanche, le Hamas est une organisation terroriste. Donc il y a une méconnaissance de ces sujets et une polarisation de ces sujets en même temps, et puis parfois une instrumentalisation par des courants politiques qui veulent récupérer. Voilà, tout à fait. Qui veulent récupérer. Je disais, on a cité Nantes ce matin dans notre émission sur CNews. À Nantes, vous avez des escaliers dans la butte Sainte-Anne, qui est un quartier de Nantes, qui ont été repeints aux couleurs du drapeau palestinien. Eh bien, la mairie de Nantes ne veut pas enlever ces peintures. Mais il faut savoir qu'à Nantes, au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 33%. Donc vous avez la maire de Nantes, peut-être, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais il y a peut-être un calcul politique chez elle, on peut le penser, de laisser cette peinture parce que c'est un message qu'elle envoie à un électorat. Donc c'est ça qui est difficile dans ce débat, cher Ethan. Vous êtes inquiet ? Que disent vos parents ? Est-ce que par exemple vos parents ont imaginé vous retirer de l'école et vous mettre dans un lycée ou dans un collège de confession juive ? Non, parce que personnellement, très attaché au service public et à la laïcité d'une façon générale, je ne conçois pas spécialement de rentrer dans un établissement privé juif. Puis voilà, je touche au judaïsme, je suis pas non plus extrêmement pratiquant, mais mes parents, ce qu'ils en pensent, c'est évidemment ce que je pense que tout parent dirait, c'est d'essayer de rester discret, donc d'éviter d'enflammer en lançant le débat. Voilà, moi, j'évite absolument de parler d'Israël, de judaïsme ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment le truc de base, je pense, pour éviter. Et puis pour reprendre ce que vous disiez avec Nantes, je pense qu'il y a tout un enjeu aussi démagogique. On l'a vu par exemple, là, vous l'avez montré pendant l'interview de Yael Braun-Pivet, il y a aussi un problème avec la France insoumise et puis aussi qui souhaite ne nier les faits. Voilà, on voit que Jean-Luc Mélenchon préfère dire que cet événement n'a pas eu lieu. Je ne sais plus. Pareil pour Monsieur Bompard, député La France insoumise. Voilà, il y a aussi un enjeu démagogique évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Je ne le dirai pas, mais je pense qu'on est tous à le penser. Pourquoi est-ce que la France insoumise va préférer dire que le Hamas est un groupe de résistance, alors que factuellement c'est un groupe terroriste et la France insoumise a beaucoup de mal à le dire. Moi, je pense qu'il y a un enjeu démagogique et on le voit en effet chez les jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes lycéens sont très derrière ça par rapport évidemment à l'opposition influente de Louis Boyard et toute la suite de la France insoumise. Merci Ethan, en tout cas.
Merci Ethan, et on a eu vraiment deux jeunes auditeurs qui s'expriment avec beaucoup de clarté sur des sujets graves. Ethan qui est encore plus jeune puisque vous avez 16 ans et on était avec Jade qui en a 22. Merci vraiment à tous les deux et bon courage à vous Ethan, puisque vous êtes parfois ciblé en tant que juif et on n'imaginait pas dans la société française que ça puisse être possible. Malheureusement. Merci Ethan et bonne journée à vous. Monsieur Boubouk.